Emmanuel Dupuis, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes spécialiste de géopolitique, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Le bilan de l'explosion spectaculaire samedi au sud-ouest de Bandar Abbas, dans le plus grand port commercial d'Iran, a été mis à jour aujourd'hui. 46 morts et plus de 1000 blessés selon l'agence de presse officielle INRA. Emmanuel Dupuis, quelles sont les pistes principales étudiées sur les circonstances de cette explosion dans ce port, rappelons-le, situé à une position assez stratégique pour l'Iran? Alors déjà, le port de Bandar Abbas, enfin, la ville de Bandar Abbas et le port en question, Shahid Rajan, sont absolument déterminantes. C'est l'embouchure du détroit d'Ormuz. C'est à la frontière, quasiment à la frontière avec le Pakistan, avec un autre port de l'autre côté, Chabazar. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme de concomitance avec les intérêts vitaux, stratégiques que l'Iran et le Pakistan ont installés dans cette région du monde où 1/5 des réserves pétrolières et gazières transitent évidemment avec le Golfe Persique. On a à l'esprit quand même que l'Iran, malgré les sanctions qui lui ont été administrées de manière récurrente avec des hauts et des bas depuis 2005-2006, c'est quand même 10% des réserves mondiales de pétrole, près de 157 milliards de barils. Avec des exportations notamment vers la Chine. Et alors, là, vous allez directement dans une des pistes, puisque il se fait de manière de plus en plus insistante, une thèse apparaît de plus en plus insistante, selon laquelle il y a quelques jours, en mars dernier, 2 cargaisons de perchlorate de sodium, vraisemblablement qui a explosé, vu le nombre de victimes, qui n'est pas sans nous rappeler ce qui s'était passé à Beyrouth en août 2020, avec l'idée selon laquelle, sur un port civil, était stocké de manière peut-être pas suffisamment protégée ou de manière aléatoire du carburant, donc du combustible solide qui servait évidemment, qui rentre dans la fabrication des fusées et donc de facto des missiles balistiques. Il est vraisemblable que ces cargaisons qui proviennent de Chine nous confirment l'idée selon laquelle l'Iran et la Chine se sont rapprochés. Beaucoup plus que ce qu'on a pu le penser sur le plan militaire? En tout cas, ça se confirme. D'ailleurs, le président américain n'a cessé de le dire, dans l'idée qu'il fallait négocier le plus rapidement possible pour détacher et la Russie et l'Iran de la Chine. C'est sa grande obsession depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Alors, c'est une piste. L'autre piste, évidemment, c'est une maladresse. Alors, il y a une troisième piste. Un acte volontaire pour bien démontrer que l'on peut frapper l'Iran partout, et surtout au moment le plus opportun, c'est-à-dire dans une logique où un certain nombre d'acteurs géopolitiques, les Américains, sont en train de négocier avec l'Iran, avec des difficultés évidemment qu'il ne faut pas éluder. On en est au 3e round de négociations à Oman. Oui. Et des rounds de négociations supplémentaires vont dérouler d'ici quelques jours à Rome. Alors précisons que des sources anonymes israéliennes démentent toute implication israélienne dans cette explosion de samedi. Certaines voix en Iran s'interrogent, vous le disiez, sur une forme d'inconscience qui a pu conduire à laisser autant de telle quantité de matière inflammable dans ce port sans surveillance adéquate. On repense, vous le disiez, Emmanuel Dupuis, à la catastrophe du port de Beyrouth à l'été 2020. Est-ce que cet incident, appelons-le comme ça pour l'instant, peut fragiliser, selon vous encore, politiquement le régime iranien, alors que le président Pezeshkian s'est rendu sur place hier? Déjà, le régime iranien est un peu saucissonné avec ceux qui veulent négocier avec les États-Unis, ou en tout cas qui rentrent dans une logique de plus grande acceptation des sujets sur lesquels il pourrait y avoir négociation. Employons les mots avec beaucoup de vigilance, un régime qui est fragmenté. On l'a vu il y a quelques jours, où le vice-président iranien, Mohamed Javad Zarif, on s'en souvient, l'ancien ministre des Affaires étrangères, négociateur sur le nucléaire, a été obligé de démissionner. Pourquoi a-t-il été obligé de démissionner? Lâché donc par son président, le président Pezeshkian auquel vous faites référence, tout simplement parce qu'il y a une pression forte de la part des gardiens de la Révolution qui disent qu'il ne faut absolument pas négocier. Et qu'on a bien le sentiment qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs tendances. Une tendance qui consisterait à déterminer quelles sont les lignes rouges absolues sur lesquelles l'Iran ne veut pas céder, l'arrêt complet de son processus d'enrichissement, la neutralisation, disons-le ainsi, des centrifugeuses qu'elle a créées indûment, puisque ça ne correspondait absolument pas à ce qui lui était autorisé avec l'accord de 2015, et puis tout simplement les durs du régime qui part du principe qu'il faut continuer à produire de la capacité balistique, non seulement pour pouvoir frapper
les contendeurs, les ennemis que sont Israël et les États-Unis, plus directement évidemment Israël, mais également pour venir alimenter en missiles balistiques les proxys. Les proxys, les outils évidemment en filigrane, mais pas seulement. Désormais, le Polisario, avec l'Algérie qui est devenue de plus en plus un client friand de matériel militaire iranien, et puis bien sûr la Russie, qui a besoin des capacités de drones et des capacités balistiques qu'elle n'a plus, ou en tout cas qu'elle n'a plus en nombre suffisant. 2 derniers points, le balistique et le soutien proxy, qui ne faisaient pas partie de l'accord de 2015. Emmanuel Dupuy, je reviens encore sur les conséquences de l'explosion samedi dernier dans Sport, près de Bandar Abbas. Quelles pourraient être les conséquences économiques de cette explosion, alors qu'environ, on dit 80% des produits importés en Iran passent justement par ce port? Alors bon, ça va évidemment perturber la fluidité du transit maritime dans la zone de proximité que constitue donc le détroit d'Ormuz, un nœud aussi important que le détroit de Bab el-Mandeb. Le problème, c'est que ça veut dire qu'avec la dangerosité qui est provoquée par les actions terroristes menées par les Houthis d'un côté et les fragilités portuaires de l'autre, on va avoir peut-être des difficultés, j'allais dire, de fluidité ou de transhumance des matières, des produits pétroliers. En Iran, ça va créer aussi des pénuries, des tensions sur les prix? Alors ça va créer des tensions sur les prix, mais ça va aussi créer un autre élément de tension. C'est que la Chine était très friande de produits pétroliers. Si les terminaux ne sont pas en capacité d'être utilisés, ça veut dire que la Chine va devoir compenser des produits hydrocarburés qu'elle achetait à moindre prix. C'était d'ailleurs une des préoccupations américaines, qui consistait à dire qu'ils étaient prêts à, entre guillemets, à entrevoir la levée des sanctions, avec beaucoup de cynisme en disant qu'il faudrait que ce soit les Européens qui lèvent d'abord les sanctions et les sanctions américaines seraient levées ensuite, parce que le président Trump s'offusquait du fait que la Chine achetait des produits pétroliers à un prix plus bas que ce que l'Iran... On revient à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On en revient directement à une guerre commerciale, indirectement à une guerre commerciale et directement à la capacité que les États-Unis ont de peser sur les marchés pétroliers. L'Iran qui affirme également, Emmanuel Dupuy, que le pays aurait fait l'objet hier d'une cyberattaque très complexe contre ses infrastructures, cyberattaque qui aurait été repoussée, toujours selon les mêmes officiels. On n'en sait pas plus pour le moment, à ma connaissance en tout cas, alors que les négociations en direct entre Américains et Iraniens ont repris il y a 2 semaines, vous le disiez officiellement, notamment dans le sultanat d'Oman. Trump hier s'est montré assez optimiste sur les chances d'obtenir un accord 10 ans après l'accord de Vienne. Je le cite, « Je pense qu'un accord va être conclu sans que l'on doive larguer des bombes partout ». Comment expliquez-vous cet optimisme du président américain? Alors, l'optimisme du président américain est corroboré par le fait qu'il ait renforcé quand même ses capacités de bombardement à proximité de l'Iran, avec désormais des bombardiers B-2 qui se sont posés sur la base britannique de Diego Garcia, donc la base la plus proche, avec des bombes, donc ce qu'on appelle des bombes anti-bunker, qui peuvent donc frapper les infrastructures nucléaires. Donc c'est une façon de dire aux Iraniens... Infrastructures souterraines notamment. Pardon, des infrastructures souterraines, évidemment dans les montagnes, où serait caché le programme non avoué, le programme nucléaire non avoué, en tout cas celui que l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, ne voit pas, mais qu'il soupçonne, en tout cas, c'est ce qu'il a dit dans son dernier rapport. Donc d'une certaine façon, le président Trump fait de la transaction. On va avancer vers un accord, on en est au 3e round de négociation. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est venu à Paris pour essayer de rassurer les Européens qui sont totalement marginalisés, ce qui n'était pas le cas en 2015, ou en tout cas ce qui n'était pas le cas dans la phase de négociation entre 2006 et 2015. Donc les Européens s'étonnent de ne pas être associés à ce processus, alors que les Iraniens, pendant le week-end, Abbas Araqchi, le ministre des Affaires étrangères, s'est rendu à Moscou pour essayer de faire une cohérence ou d'avoir une sorte de pacte, une cohérence diplomatique, une diplomatie convergente entre la Russie, la Chine et l'Iran, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, parce qu'ils n'associent ni les Britanniques, ni les Français, encore moins les Allemands, et encore moins à l'extrême l'Union européenne. Donc le président Trump part du principe qu'il faut affaiblir l'Iran économiquement, et que c'est la meilleure façon de lui forcer la main pour essayer de revenir en arrière sur le processus d'enrichissement qui
est illégal, puisqu'on en est à 60%, avec à peu près d'uranium appauvri, appauvri, donc enrichi. On en est à 350, 400 kilos, ce qui, en gros, en résumé, pour faire des choses simples, permettrait à l'Iran, si elle décidait d'enrichir davantage de 60% à 90%, d'avoir une bombe en une semaine. Et l'on dit, c'est les chiffres qui sont sortis de négociations, 14 bombes en 4 mois. C'est-à-dire que on est très proche du seuil nucléaire, celui que Benjamin Netanyahou redoute, en disant que si Israël a la preuve que l'Iran a la capacité de produire un nombre suffisant de matières fissiles en peu de temps, il frapperait de manière préemptive sans avoir recours à l'autorisation américaine. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On peut retrouver cet échange notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt. Aussi.